Bonjour, début 2023, je vous avais proposé une vidéo dans laquelle j'avais présenté des achats de miniatures spécialement autour de la marque Renault parce que j'en avais eu plein d'un coup. Et je m'étais dit pour faire bonne figure, pour équilibrer, il faudrait que je fasse la même chose avec les Peugeot, mais j'en avais pas beaucoup. Donc je me suis dit je vais attendre, je les mets de côté et quand j'en aurai un peu plus, je vous les présenterai. J'en ai eu depuis, je vous les ai déjà présentés. Et j'ai complètement oublié de sortir les anciennes. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais faire une vidéo autour des Peugeot que j'ai eu entre fin 2022 et mi-2023 et que j'avais laissé de côté. On va commencer par des choses un peu faciles à trouver en grande surface, donc pas très intéressantes. Mais on va finir en parlant d'un petit fabricant de miniatures qui, pour moi, vraiment, les trois dernières que je vais vous présenter, ce sont un peu des perles. Mais j'en ai pas beaucoup, donc je vais vous raconter aussi l'histoire des modèles qui sont représentés, et puis avec Peugeot, je vais rajouter les Citroën, comme ça il y en aura un peu plus, ça fera une vidéo plus longue, vous avez commencé à avoir l'habitude. Allez, on commence d'ailleurs avec une Citroën. Et quand je dis Citroën, normalement vous pensez 2 chevaux. Alors effectivement, c'est une 2 chevaux fourgonnette, vous voyez que c'est Wonder Kids. Wonder Kids, c'est fabriqué par Willy, donc c'est du Made in China, j'imagine. Je sais pas, parce que je suis en train de me rendre compte là en lisant que Willy c'est une marque hongkongaise en fait. Mais je suis pas sûr qu'ils fabriquent à Hong Kong pour autant. Bref, c'est importé en France par une groupe que je ne connais absolument pas. Et on va la regarder d'un peu plus près. Donc j'avais promis de parler un peu... Ah, il y a du scotch. Oui, j'ouvre les boîtes comme ça pour éviter... Oula, bah ça déchire quand même en fait. Ah, voilà. Euh, De ce que j'en vois, c'est pas la fourgonnette avec le gros cube à l'arrière, c'est la première génération, je pense, première et deuxième génération. Alors, la Citroën de chevaux, elle a existé il y a depuis très longtemps, parce que elle a failli être lancée juste avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça n'a pas été fait. Et là, on a, donc, vous voyez, le capot que je trouve magnifique, avec une très grande calandre. Bon, les phares, on voit pas trop la différence, petit phare et petite et petit pare-choc à l'avant, mais surtout, vous voyez, le volume de fourgonnette, ça rentre dans le volume global de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est dans le prolongement en fait. Hein. C'est pas plus large ici que là. Donc là, on a, je pense, un modèle AU. Le modèle A, c'était la 2 chevaux type A, c'était la toute première génération, avec un 400 cm3, je crois, qui faisait quelque chose comme 8 ou 9 chevaux. AU, c'est utilitaire, c'est la type A utilitaire, voilà. C'était pas assez 9 chevaux pour un utilitaire étonnant. Donc après, il y a eu le modèle AZU. La AZ, c'était l'amélioration. C'était un moteur de 450 cm3, je crois, et quelque chose comme 12 chevaux. Alors c'était très rigolo parce que sur celle-là, il y avait l'essuie-glace qui suivait, enfin qui était branché sur les roues. Donc en fait, quand ça roulait vite, ça essuyait super vite, et quand vous étiez en montée que ça galérait, d'autant plus que ça devait être très lent quand c'était chargé, bah vous ne pouviez pas voir la route. Allez, celle-là, donc c'est du Willy, c'est du acheté tout neuf en magasin. C'est pas très très intéressant. On passe. La 2 chevaux a connu des tas de dérivés, notamment la Méhari. Alors la Méhari, pareil, on va essayer de l'ouvrir. La Méhari, là il y a carrément des gros bouts de scotch de chaque côté. C'est une coque baignoire sur un châssis de 2 chevaux, en gros. Hein. Une baignoire, c'est pas une vraie baignoire pour se baigner, mais c'est pour prendre la douche, mais c'est un peu ça quand même. Je crois qu'elle était faite en ABS, donc l'ABS c'est ce qu'on trouve sur les coques d'électroménager, des vieilles télés, des choses comme ça. C'est un plastique qui est réputé très résistant, et tant mieux parce qu'il y en a besoin sur une voiture. La 2 chevaux a d'abord donné naissance à des véhicules utilitaires et à visée militaire dans des pays comme les pays africains, avec la Baby Bruce. Ah là, ils ne sont même pas fait chier à faire en sorte que ce soit bien collé. L'étiquette, elle est n'importe comment. Elle dépasse devant, c'est dégueulasse. Putain, les mecs, sérieux. Voilà, bon bah miniature qui présente l'intérêt. On peut faire des courses avec des miniatures comme ça. Bon, faut enlever l'étiquette qui bloque les roues, mais ça roule bien quand même.
Voilà, donc la Baby Bruce, je sais pas trop en quelle année c'était, mais c'était une coque en métal. Il y a eu la FAF, la facile à fabriquer, qui a été lancée officiellement par Citroën en Grèce et je crois au Vietnam, qui était pareil en métal. Et donc celle-là, la Méhari, c'est en plastique, c'est entre autres inspiré de ce qui se faisait depuis pas longtemps, qui étaient les buggy comme le Meyers Manx, donc Meyer, un Américain qui a lancé le buggy, c'était une coque en plastique sur un châssis de Volkswagen. Donc ça, voilà, entre la Baby Bruce, parce que du coup, celui qui a lancé ça, c'est Roland de la Pop, je sais pas comment on prononce. Euh, c'est un mec qui est un peu connu, c'était un as de l'aviation, il a été dans les forces armées de la France libre, il a été dans le commando Normandie-Niemen, qui était donc des Français, des pilotes français en Union soviétique. Et ensuite, il s'est lancé dans la plasturgie, par exemple les berlingots de shampoing, c'est lui qui a inventé ça. Et donc la Méhari, voilà, qui a été vendue aux USA, je crois. Il y a eu une version en tout cas qui a été adaptée avec des grands phares. Ça doit être rigolo à voir en vrai. Et qui a inspiré aussi, ça pouvait pas être vendu en Allemagne à cause de la carrosserie en plastique, c'était un plastique inflammable. Donc il y a un autre industriel allemand qui a créé la Sherpa, qui reprend exactement le principe de cette voiture. Allez, on passe chez Peugeot. On attaque avec une voiture que j'ai trouvée pas trop chère dans une recyclerie. C'est la 306 Maxi. La 306 Maxi, les plus jeunes les connaissent parce que c'est la chouchou de Sébastien Loeb. Il a roulé dessus aussi, mais pas pour Peugeot. Là, c'est la version de course Monte-Carlo 96. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être une de ses toutes premières courses parce qu'elle a été lancée en 96. La 306 existe depuis 12, 13, quelque chose comme ça. À l'époque, on présente donc depuis aussi longtemps que la Twingo. Ouais, c'est juste pour remettre un peu en perspective. Et à l'époque, des voitures comme ça existait en 3 portes, en 4 portes, c'est-à-dire il y a un coffre. En 5 portes, hein, c'est la version longue, en cabrio, en break. Pour les gens de ma génération, c'est la première petite voiture sportive, petite entre guillemets, qui a eu une boîte de vitesse à 6 rapports, donc là c'était extraordinaire. Elle a été 2 fois championne de France. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait on a l'impression qu'elle a ultra dominé. Mais en fait non, elle a remporté 2 titres avec Panizzi. Là c'est Delcourt, mais c'était Panizzi qui explosait tout et qui a été que 2 fois champion de France. Avant la Xara. Voilà. Donc elle a été championne de France devant les Renault Mégane qui étaient pilotés entre autres par Philippe Bugalski. Et la Xara a été championne de France à la place de la 306 avec au volant Bugalski. Et Loeb, évidemment. Et du coup, après, Peugeot est parti en double versé avec la 206 l'année suivante. Mais cette voiture a quand même bien tourné dans plein de championnats et je crois qu'elle a fini sur le podium du championnat d'Europe des rallyes au milieu des années 2000. Donc c'était quand même une voiture bien née. Maintenant, elle a plus le droit aux compétitions internationales. Mais on arrive sur les 3 modèles qui me faisaient rêver. On est, vous voyez, attendez, je vais d'abord vous parler du modèle qui est représenté. La Peugeot Quasar, comment on prononce? Je sais pas. C'est le premier concept car de Peugeot. Avant, ils ont fait des show cars, enfin des voitures de présentation, mais ils n'ont pas fait ce qu'on appelle dans l'ère moderne des concept cars. Donc là, ils sont rentrés dans le concept car avec tout simplement un châssis, moteur, tout de la Peugeot Turbo 16 qui se montrait déjà en rallye. Elle n'était pas encore championne du monde, mais elle commençait déjà à faire des très bons résultats. Si je dis pas de bêtises, normalement l'extérieur c'est Gérard Velter et l'intérieur c'est Paul Braque. Voilà, ces 2 noms, ça vous parle pas forcément. J'aurais adoré pouvoir les rencontrer. Paul Braque qui est toujours en vie, je crois, mais il se fait vieux. C'est lui qui m'a donné envie de faire du design quand j'étais gamin. C'est son bouquin en tout cas. Et notamment dans son bouquin, il expliquait que l'intérieur était rouge. Parce que sur un concept car, ce qui est important, c'est de pouvoir faire des photos. Et que si tu as un intérieur qui est noir ou gris, en fait, tu verras pas grand-chose à la photo. Alors que si tu fais un intérieur rouge, avec la lumière, ça ressort bien les contrastes. Voilà, c'était une voiture qui se voulait du coup futuriste, hein, avec le moteur à l'air. Faut pas avoir peur que quelqu'un vienne te chatouiller les carburateurs quand t'es garé. Ça a l'air un peu d'un vaisseau spatial, c'est très rigolo. Ça a ouvert la voie des concept cars Peugeot. Il y avait un tableau de bord à cristaux liquides, je crois, sur celle-là. Je suis pas sûr, mais je crois que déjà sur celle-là.
Et vous voyez que même son nom c'est Peugeot Turbo 16 Quasar. Voilà. Un Quasar, il faut pas mélanger avec un Quanta. Un Quanta, c'est tout petit. Un Quasar, c'est énorme. C'est une sorte de trou noir ultra dense, mais qui est très lumineux. Du coup, si c'est lumineux, c'est pas un trou noir. Bon, bref. Ensuite arrive un de mes concept cars préférés de toute la vie. Regardez-moi cette face avant. Oh là là, j'adore. J'avais une photo dans un magazine, j'avais colorié les phares pour que j'avais photocopié en noir et blanc, j'avais colorié les phares, c'était trop bien. Ça, c'est la Peugeot Proxima. La Peugeot Proxima. Donc, on est toujours par Provence Moulage. On va en parler tout de suite après. De Provence Moulage. Proxima, comme le nom de Proxima du Centaure, je pense. Hein. Là, on est dans quelque chose de plus futuriste. Je ne sais pas si ça servait à grand chose d'avoir des panneaux lumineux à l'arrière, des panneaux solaires, pardon. On a 2+2, parce que je pense pas que ce soit une vraie 4 places. La bulle s'ouvre carrément vers l'arrière pour rentrer. Et là, on est passé sur autre chose d'un peu plus ambitieux, parce que là, on a un moteur V6, donc le V6 PRV, mais poussé à 680 chevaux. Imagine ça dans ta vieille 604. Et on a un avant qui, on est déjà sur du style, là, sur des études de style, on annonce un petit peu ce à quoi va ressembler la Peugeot 405 qui va être présentée dans la foulée, je crois. Ne pas dire de bêtises. Voilà. Et on a déjà le petit aileron comme on trouve sur les F1 et les Sport Proto maintenant. Ça, c'est une bagnole que je trouve incroyable. Je rêve d'aller à l'aventure Peugeot pour la voir. Avec ma chance, le jour où j'y vais, elle y sera pas. Mais je rêve de la voir et j'adorerais pouvoir la voir rouler, voire même rouler avec, mais soyons pas fous. Cette voiture va avoir une descendante dans la Peugeot Oxia. La Peugeot Oxia, qui est donc le 3e grand concept car. Après, il y en aura un autre. Donc, c'était à chaque mondial de Paris, tous les 2 ans, en 90. Ils vont présenter la 905 qui va préfigurer la voiture qui va courir puis gagner au Mans. Donc l'Oxia, c'est... Bon, là, très clairement, ça annonce la 605 qui arrive. Regardez, toute la face avant, c'est vraiment celle de la 605. Un peu ramassée. Mais voilà, on retrouve ce que Peugeot fait encore aujourd'hui sur pas mal de concept cars. Et à l'intérieur aussi, il y avait plein de choses qui étaient très très poussées, très modernes avec le téléphone, avec machin chose. Je crois que c'était une 2+2 aussi. Pareil, le V6 PRV. Pas plus poussé que ça, sauf que celle-là a vraiment roulé et a vraiment roulé à 350 km/h. Je crois que Peugeot a gardé 300 km/h pour dire qu'ils avaient passé une barre symbolique, mais je crois que on est dans les 350 km/h en homologué. Et là, encore une fois, on a la signature Provence Moulage, maquette par Monsieur Cornu. Ah, c'était pas écrit sur la casa. Provence Moulage, c'est un ancien fabricant. C'était un fabricant de kits en résine. Donc, à chaque fois, quand tu achètes un kit, bah, tu as plein de pièces et puis tu les rassembles. Mais tu peux acheter, et ça coûte plus cher quand c'est déjà tout assemblé, en kit résine à assembler. Les petits fabricants français qui te vendaient des kits résine, à l'époque, le kit, ça coûtait déjà l'équivalent de 60 €, il y a 20 ou 30 ans. Donc, t'imagines la version toute montée, ce que ça peut coûter encore plus cher. Bref. Provence Moulage a été créé dans les années 80, début des années 80 si je dis pas de bêtises. Ça a été revendu, ça existe encore officiellement puisque la marque a été reprise par Norev, mais ça fait des années qu'ils n'ont rien sorti, donc je suis pas sûr que Norev sache quoi en faire. Vu que Norev a une galaxie de marques, ils en ont racheté plein. Donc, voilà. Même maintenant, Spark fait beaucoup moins de modèles qu'avant. Je sais pas exactement quelle est la stratégie de Norev là-dessus. S'il y a quelqu'un de Norev qui regarde la vidéo ou quelqu'un qui s'y connaît, eh ben, n'hésitez pas à me dire. Et puis, Provence Moulage a été relancé un peu, on va dire, il y a la marque qui a été reprise par Norev, mais dans l'esprit et dans les kits, il y a 3 anciens employés qui avaient lancé Provence Miniature et qui, pareil, faisaient des kits en petite série, des séries de 200-300 exemplaires, je crois. Et je parle à l'imparfait parce que, pareil, je crois que ça fait... des années qui n'ont rien sorti, donc je suis pas sûr que ça existe encore ou que ça ait ne serait-ce que survécu à la crise sanitaire. Je peux pas vraiment vous en dire plus. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue pour une fois, ça change, ça durera quand même un quart d'heure, mais ça valait le coup. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce petit fabricant Provence Moulage, parce qu'il y a évidemment des gens qui regardent la vidéo qui connaissaient déjà, mais normalement il y a plein de gens qui ne connaissaient pas.
J'adorerais pouvoir faire des comparaisons. Il y a un autre fabricant que j'aime beaucoup qui est Ministil. Je vous en ai déjà présenté, mais ça coûte encore plus cher que les Provence Moulage. Pour le coup, la Provence Moulage, on voit que c'est de la résine, là où effectivement Ministil, ça faisait presque qualité industrielle. J'adorerais pouvoir trouver par exemple la Proxima chez Ministil pour pouvoir comparer avec la Proxima de chez Provence Moulage. J'ai déjà trouvé la Proxima chez Ministil. C'est juste un tarif que je peux pas me permettre. C'est vraiment excessif. Ça doit coûter 100, 250 balles, un truc comme ça. Voilà, j'adore. Enfin, les Ministil coûtent cher. Je vous en ai présenté en disant j'avais eu de la chance de les trouver pas chers. Les Provence Moulage coûtent un peu moins cher. Il y a plein d'autres fabricants de miniatures en résine qui ont fait principalement des voitures de course, du Mans, de F1 et de rallye, par ordre de préférence. Et il y en a quelques-uns qui ont fait dans les concept cars. Provence Moulage a fait pas mal de concept cars. Donc pas que des Français d'ailleurs, il y avait des marques étrangères qui étaient aussi représentées de temps en temps. Donc ça vaut le coup de jeter un œil. Et puis je trouve que quand on a une collection, faut pas juste acheter des trucs qui sortent en magasin, faut être capable d'aller chercher des choses un peu bizarres comme ça ou un peu plus exclusives. Et clairement, moi quand je les cherche, je les trouve trop chers. Et quand je tombe dessus à pas trop cher, bon bah celle-là elle roule pas par exemple. Hein. Donc tout n'est pas parfait. Vous voyez, il y a une roue arrière qui tourne un petit peu, l'autre pas du tout. Les roues avant tournent normalement, mais je pense que c'est trop serré. Voilà, ce sont pas des modèles qui ont été parfaitement réalisés, ce sont pas des modèles qui sont en parfait état. Ce sont des modèles que je suis ravi d'avoir pu trouver à un tarif acceptable parce que je les voulais. Et puis là, j'en ai eu 3 d'un coup pour le prix d'une en ligne, je pense. Donc, bah, même si je peux pas les faire rouler, même s'ils sont pas parfaites, ça me va très bien. Je crois que c'est toujours dans la galaxie Norev. Il y a une marque qui s'appelle AutoArt ou AutoArt. Bref, l'art automobile. Ils font du 1,43 comme ça aussi. Neuf, ça coûte 250-300 balles. C'est beaucoup trop cher pour moi. Ça reste une miniature, même une miniature de collection. Effectivement, s'il y avait des ouvrants, mais je crois pas qu'il y ait des ouvrants sur les 1,43 d'AutoArt. Voilà, un truc qui vaut ce prix-là, moi je peux pas me permettre. Ou je ne vais pas me le permettre, même si je peux. Ça, à pas cher, et ben voilà, je suis très content de les avoir. Provence Moulage, Peugeot, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bonne fin de journée à tout le monde.